Bonjour à tous, c'est Simon et vous êtes bien sur la vidéo de critique du Dernier Duel. Mais avant de vous causer du nouveau film de Ridley Scott, comme cette vidéo est produite en partenariat avec Filmo TV, une plateforme de SVOD chère à notre cœur, c'est l'occasion de vous causer un petit peu de leur catalogue et des raisons qu'il pourrait y avoir de s'y abonner. Parce que dans leur catalogue, on trouve pas mal de films rares, étonnants, surprenants. Par exemple, on trouve Seconds, l'opération diabolique réalisée par John Frankenheimer qui est sorti en 1966. Et bien Seconds, c'est, on pourrait dire, un film de science-fiction paranoïaque, étouffant, étonnant à la mise en scène, bourré d'effets de style absolument fascinant, un truc impressionniste qui vous plonge dans l'esprit d'un homme, un banquier d'une cinquantaine d'années qui s'ennuie profondément dans sa vie, aussi bien au bureau que chez lui. Eh bien, une mystérieuse entreprise va lui proposer de subir une opération de chirurgie esthétique intégrale pour être dans un autre corps, une autre vie, une autre existence plus proche de son rêve américain. Il va découvrir qu'effectivement, malheureusement, il n'en est rien, c'est un autre cauchemar qui l'attend, un cauchemar fascinant dans l'histoire du cinéma, d'autant plus fascinant que son interprète, Rock Hudson, était à l'époque une immense star, le mâle américain, le tombeur de ces dames. Or, Rock Hudson, comme il l'a révélé à la fin de sa vie, était homosexuel. Il y a donc un sous-texte, un sens particulièrement intéressant sur le rapport à l'identité contrariée, sur ce qu'on est, ce qu'on paraît, ce qu'on veut être, ce qu'on veut paraître, qui achève de faire du film un objet d'étude passionnant en plus d'un divertissement ahurissant. Et puis on trouve aussi sur Filmo TV Nomads qui est sorti en 1986, c'est le premier film de John McTiernan. John McTiernan, vous le connaissez parce qu'il a fait Piège de cristal, Une journée en enfer ou encore Predator. Et son tout premier long métrage annonçait déjà dans ses motifs de mise en scène tout ce qu'allait faire de lui le roi de l'action et un des grands esthètes du cinéma épique. Et de quoi ça parle de Nomads? Ça parle d'un anthropologue français joué par Pierce Brosnan, oui c'est un peu un camoulox, qui en arrivant à Los Angeles va découvrir que dans son quartier existe une espèce de tribu d'humains en rupture totale de banc avec la société. Et plutôt que d'en faire simplement les méchants, les boogeyman ou d'être dans un proto-slasher, il va commencer à essayer de les étudier et ça va le projeter dans une dimension mythique et mythologique qui nous ramène à qu'est-ce que c'est vivre dans une société, qu'est-ce que c'est vivre à l'extérieur de celle-ci. C'est un film qui est hallucinant, qui est bourré d'idées et les amateurs du premier Die Hard y découvriront certains plans qui déjà étaient en train d'exploser, certaines idées de mise en scène qui germaient dans l'esprit de McTiernan. Et il n'y a rien de plus touchant et intéressant que de découvrir dans le premier long métrage d'un grand metteur en scène que déjà, quelque part, tout est là et ne demande qu'à se développer. Bref, voici deux films intéressants et donc c'est grâce à Filmo TV, c'est sur leur catalogue. Filmo TV, c'est une plateforme de SVOD qui vous propose un abonnement avec 14 jours d'essai gratuit, puis ensuite c'est 6,99 € par mois. On espère que ça pourra vous intéresser, en tout cas c'est vraiment une plateforme qui s'intéresse au cinéma profondément et qui a envie de partager de la cinéphilie très fort. Jetez-y donc un œil et maintenant on vous cause du Dernier Duel. Alors de quoi ça cause? Ça se déroule au XIVe siècle en France, alors que Jean de Carouge est l'époux légitime de Marguerite de Carouge. Or cette dernière accuse ce bon Jacques le Gris de l'avoir violée. Jacques le Gris est un chevalier qui est en train de monter très fort à la cour, et donc bien sûr tout ça va poser plein de problèmes de domination, de possession, d'influence, de jalousie, et un conflit qui se terminera donc par le dernier duel judiciaire qui a eu lieu sur le territoire de France. Et bien sûr ça va servir à Ridley Scott pour questionner quelque chose qui court dans toute son œuvre, à savoir l'hubris masculin, comment fonctionne notre société, n'oublions pas que c'est un gros misanthrope, et aussi comment, tout simplement, l'existence des femmes se heurte, ou s'est heurtée souvent, à la conception de l'existence et à la conception de la possession des hommes. Alors, je vais d'abord commencer par ce qui m'a plu, ce qui m'a intéressé ou ce qui m'a convaincu dans le film, et puis je terminerai par ce qui me semble être ses limites. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? D'abord, on va parler du casting. Moi, je trouve que Jodie Comer et Matt Damon dans le film sont exceptionnels. Jodie Comer, on l'a découverte avec la série Killing Eve et elle était il y a quelques mois dans Free Guy qui a eu un très beau succès aux côtés de Ryan Reynolds. C'est une comédienne assez brillante qui a à la fois un jeu extrêmement expressif, très intense et en même temps, étant donné le personnage qu'elle interprète, énormément contenu, énormément rentré, parce que au XIVe siècle, juste, elle n'a pas particulièrement les pouvoirs de ruer dans les brancards, et donc, il y a comme ça un personnage qui est dans divers nœuds de tension, comme ça, qui sont très cinégéniques, très impressionnants. Il y a notamment une scène de procès où elle est, qui est relativement brève, mais où elle est très bonne. Elle a un jeu
très précis, et voilà, elle imprime la pellicule, ou elle imprime plutôt l'image, on va dire, avec beaucoup de talent. Quant à ce bon, mon Dieu, j'ai mangé son nom, ce bon Jason Bourne, qui ne s'appelle pas en fait, en vrai, Jason Bourne, hein, c'est pas vraiment son nom, je tenais à vous le dire, ce bon Matt Damon, eh bien, on en parlait il y a peu au sujet du film Stillwater, et je tiens à redire ce que je disais déjà là, ici, il est toujours très impressionnant dans des rôles qui ont une espèce de physique très lourde, de minéralité très forte, et là c'est le cas. Il n'a pas ce personnage un peu falot, un peu faussement lisse, qu'on lui a connu dans pas mal de rôles. Là, c'est vraiment un espèce de bourrin besogneux qui voudrait et qui se convainc qu'il est une figure de gentilhomme, d'homme de bien, alors qu'en fait c'est un type déjà relativement aigri, jaloux, envieux, qui est absolument intéressé prioritairement par ce qu'il possède et ce qu'il veut conserver et ce qu'il veut amasser, et il fait ça avec une prestance qui est là aussi remarquable, et lui qui n'est pas toujours dans des rôles, on va dire, physiquement d'action, quoi, et là ça lui va extrêmement bien. Si vous avez vu La Grande Muraille et que vous vous êtes dit genre tiens c'est marrant, dès qu'il court il est doublé, bon voilà, dites-vous que ouais quand il se balade en armure et qu'il commence à dézinguer des mâchoires, on y croit quand même très très bien, il est excellent pendant tout le film et il a un registre de jeu qui est très large. Autre chose qui est intéressante, mine de rien ça a l'air tout bête, mais c'est très important pour un film de bien se terminer, pas bien dans le sens happy end, mais de garder ses plus belles cartouches pour la fin, parce que c'est ça qui détermine dans quel état d'esprit vous allez sortir de la salle. Or, il se trouve que ce qu'il y a de plus fort dans le film, ce sont ces 40 dernières minutes, c'est important, il va taper vers les 2h30, et les 40 dernières minutes sont à mon sens vraiment ce qu'il y a de plus réussi dans le long métrage, donc tout simplement ça fait que malgré d'évidents défauts, et bien sûr je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe dedans, et malgré d'évidents défauts, on en ressort quand même avec un sentiment assez fort, quoi. Donc ça c'est très très agréable. Je trouve que le film gère très bien sa montée en puissance. À mon sens elle arrive trop tard, mais elle est là indiscutablement. Il y a une montée dramaturgique, évidemment une ouverture sur une conclusion que bien sûr je ne vais pas vous dévoiler, mais qui est intéressante parce que bien sûr naturellement, même si on sait que Scott en bon grand misanthrope est rarement fan d'un très grand manichéisme, forcément comme on a un film qui va monter jusqu'à dans une grande éruption au moment d'un duel, on se questionne pendant tout le film sur ce que va être l'issue de cette confrontation. Qui va l'emporter et avec quelles conséquences? Ça fait qu'on a tendance soi-même à oublier le film de qui on regarde et à se dire voilà, qui est-ce qui va gagner? Est-ce que c'est noir ou blanc? Et là où Scott réussit très fort son truc, c'est que le duel, on va dire, a une issue très claire, mais néanmoins ses conséquences sont particulièrement en nuances de gris, sont particulièrement ambiguës, dans le vrai et beau sens du terme, ambiguïté. Et ça, c'est très très fort de réussir ça, et c'est très fort de réussir de manière finalement si peu didactique, mais à nous le faire uniquement ressentir. C'est-à-dire que le film, qui est forcément très bavard et verbeux, parce que on parle de personnages qui affrontent leur point de vue pendant les 3/4 du film, et puis à un moment, ces points de vue vont devoir se transformer en actes. Et bien quand ils se transforment en actes, le film justement devient d'une ambiguïté que je trouve très très intéressante. Ça, c'est vraiment réussi dans le film. Ensuite, on a vu pas mal de gens, quand sont arrivées les bandes annonces, ou quand le synopsis a été dévoilé, pas mal de gens dire « Eh ben dis donc, Ridley Scott qui se met à faire un film MeToo ». Alors, on va vous arrêter tout de suite. Vous avez bien sûr le droit de ne pas du tout être intéressé par le film ou par son sujet. Rappelons que les questions de domination masculine, de l'hubris masculin et du mal qu'il peut faire aussi bien aux hommes, mais aussi beaucoup aux femmes, c'est quelque chose qui traverse toute l'œuvre de Ridley Scott depuis ses débuts. Thelma et Louise, ça parle précisément des mêmes thèmes. Rappelez-vous également peut-être d'un petit film qui s'appelle Alien, qui montre quand même un personnage féminin assez révolutionnaire à l'époque, être en prise aux mauvaises décisions, agressions, dangers symboliques et matériels que représente une certaine forme de masculinité. Au passage, le xénomorphe, l'alien, si vous regardez un peu sa tête et sa mâchoire, sa jolie mâchoire érectile, c'est juste un gros symbole phallique sur pattes. Bref, je pourrais continuer comme ça pendant des heures, mais jusqu'encore tout récemment dans Tout l'argent du monde, c'est le combat d'une femme, certes aidée par un homme, mais contre un vieux représentant du patriarcat, du capitalisme. Bref, cette opposition, cette confrontation entre des humanités et des forces différentes, c'est un thème qui a toujours été présent dans l'œuvre de Scott, et donc il n'est pas du tout étonnant qu'il continue à l'explorer, à le travailler. Et je trouve qu'ici, il le fait d'une manière qui est extrêmement intéressante, parce que c'est l'opposition de personnages qui sont persuadés de ne pas être en opposition. Ce que je veux dire, c'est pas un spoil, mais en gros, le personnage joué par Damon est convaincu d'être un homme de bien qui protège sa femme, même si c'est beaucoup plus compliqué que ça, et le personnage joué par Driver, qui est donc Jacques Legris, est lui convaincu d'être un incroyable bellâtre, séducteur et machin. À aucun moment, très sincèrement, il ne se considère comme un agresseur, comme un envieux, comme un roublard, et encore moins comme un violeur. Donc, ce qui fait qu'en réalité, plus que d'une opposition frontale entre hommes et femmes, ce film en vient à nous raconter comment des hommes ne considèrent pas du tout en fait les femmes, comment à aucun moment ils ne les envisagent
comme leurs semblables et leurs égales. Et ça, c'est au moins aussi intéressant, on va dire, qu'une une confrontation, on va dire, bête et méchante. Et vraiment, le film le joue avec, non pas beaucoup de finesse, parce que c'est pas un film fin, et il se veut pas fin, ou alors si, on va dire dans ses dispositifs d'écriture et de mise en scène, mais pas forcément dans son discours. En revanche, c'est un film qui est cohérent, qui est intelligent, et qui est, oui, voilà, tout simplement très efficace. Et c'est un film, justement, quand bien même vous seriez en désaccord avec, c'est un film avec lequel c'est intéressant d'être en désaccord, parce que comme il assume son point de vue, qu'il le pose clairement et intelligemment, il est facile, naturel, intéressant de dialoguer avec. Maintenant, hélas, tout ne fonctionne pas absolument parfaitement dans le film. Pourquoi ? C'est un film qui a une structure très particulière, une structure qu'on dit à la Rashomon. Rashomon, c'est un film dans lequel on suivait un même événement, mais vu plusieurs fois à travers différents points de vue. Et bien là, c'est le cas. On va vivre les événements et les conflits qu'il y a dans le film, d'abord à travers les yeux de ce bon Jean de Carouge, qui est joué par Matt Damon, puis à travers les yeux d'Adam Driver, et enfin, finalement, à travers les yeux de Jodie Comer, Marguerite de Carouge. Alors moi, mon premier problème, c'est que je pense que cette construction, le film ne la rend jamais nécessaire. Parce que les nuances entre ces trois récits sont finalement pas fondamentales. Je comprends très bien, je comprends quasiment exactement les mêmes choses dans chaque récit. Donc ça dilue énormément la durée du film, c'est un peu fatigant, littéralement, c'est éprouvant, parce qu'en plus on est quand même dans un film où on est entouré de salopards finis, donc à un moment, vérifier que du point de vue 1, machin est un salopard, que du point de vue 2, c'est un salopard, mais aussi un salopard parce que, et que du point de vue 3, c'est toujours des salopards, bah, plus que de nuancer, j'ai le sentiment que ça répète. Et j'en veux pour preuve, si j'ose dire, que la photographie du film, qui est pas déplaisante du tout, qui est même souvent très belle, eh bien par exemple, ne change quasiment jamais selon le point de vue qu'on a. Ce qui, pour moi, a tendance un petit peu à souligner le fait que tout ça est trop cohérent pour nécessiter trois points de vue différents. De même, bah souvent, et dans des scènes clés, la différence va se jouer non pas tant à un ressenti différent, non pas tant à quelque chose qui nous est dévoilé qu'on n'aurait pas vu avant, mais à une très légère bascule de point de vue, trop légère à mon sens, et surtout une légère qui se joue à un contre-champ. Donc finalement, je pense que ça ne justifie pas ce dispositif qui est très ludique, qui est amusant, mais qui fait perdre énormément de temps et qui dilue beaucoup, qui élague, enfin non, qui au contraire délagué, dilate le rythme du film, ça c'est regrettable. Et enfin, il y a un choix, pour moi, qui est terrible, c'est qu'à un moment dans le film va nous dire, via un carton, c'est-à-dire que c'est pas libre, ça n'est pas donné à votre interprétation, ça s'inscrit devant vous, le film dit, voici la vérité. Et en fait, je trouve toujours dommage de confronter des points de vue si à un moment on me dit lequel est le bon. On peut me laisser le comprendre, on peut me laisser face à quelque chose de trouble, bref, il y a quantité de façons d'utiliser ce dispositif, mais il me semble que utiliser ce dispositif et à un moment dire la vérité est là, eh ben c'est un peu l'annuler. Donc je trouve ça aussi un peu regrettable. Et enfin, alors j'ai un problème. J'aime beaucoup Adam Driver, moi j'aime bien Ben Affleck. L'un est un comédien que je trouve incroyable, l'autre me paraît plus limité en termes de jeu, mais ponctuellement brillant et toujours très investi dans ses rôles. Donc voilà, moi c'est deux artistes dont j'aime bien les parcours. Mais là le souci, c'est que j'ai le sentiment, comment dire, je vais pas vous dire qu'ils jouent comme des thons finis au Prozac, parce que ce serait vraiment trollé, même si j'en ai très envie. Non, en réalité, j'ai l'impression qu'ils ne jouent pas dans le même film que les autres. Et alors vous pourrez me dire, bah oui, mais c'est cohérent avec ces questions de point de vue. Non, ça n'est pas cohérent, parce que leur jeu est égal, quel que soit le point de vue. Et vraiment, j'ai l'impression qu'ils jouent tous les deux dans une espèce de parodie paillarde. Ils sont extrêmement théâtraux, et ça peut être un choix. On peut vouloir faire une représentation du passé, du Moyen-Âge, une représentation médiévale très théâtrale. Ça peut tout à fait se justifier comme direction artistique. Mais le problème, c'est quand on a des personnages qui jouent un espèce de naturalisme très brut, très terrien, et d'autres qui sont là « Oui, bonjour, je joue mal, que se passe-t-il, mon bon seigneur ?» Et bah ça crée des espèces de contrastes de jeu qui n'aident pas à l'immersion, qui n'aident pas à l'identification, voire qui sont un peu ridicules. Et quand tout ça va s'allier avec de gros anachronismes philosophiques, je pense par exemple notamment à un moment où le personnage de Ben Affleck dit à un autre genre, « Ah, mais vous êtes un libertin comme j'aime !» Les mecs, hein, on est au XIVe siècle, le libertinage, ça n'existe pas. Je veux dire, ça n'est pas un courant de pensée qui existe, ça n'est pas une représentation mentale et morale qui existe. C'est-à-dire que personne ne se félicite d'être libertin. Le terme lui-même n'est pas employé dans cette acceptation-là. Donc voilà, il y a comme ça plein de petits problèmes qui font que j'ai beau trouver le film extrêmement intéressant, j'ai beau le trouver très puissant, et j'ai beau le trouver ravageur dans sa dernière partie, j'ai le sentiment qu'il a peut-être été mis en branle, mais ça c'est une particularité de Ridley Scott, trop vite. On sait que Scott travaille très rapidement, et alors que c'est peut-être un projet qui aurait mérité d'être un peu plus maturé, notamment au niveau de son écriture, pour le rendre plus dense, plus efficace et peut-être moins sophistiqué de manière artificielle. Maintenant, voilà, sachez que si vous allez le voir, vous allez être face
un vrai film de Ridley Scott, avec une rigueur de mise en scène telle qu'il en a toujours fait preuve et telle qu'il est encore une fois capable d'en faire preuve. Quelle belle répétition. Et que vous allez avoir un final assez époustouflant, que vous allez avoir plusieurs brillants comédiens, mais voilà, tout n'est pas parfait, loin de là, il faut juste donc le savoir avant d'y aller. En tout cas, on espère que ça vous aura donné envie non seulement de lire la critique qui est en ligne sur le site, et qui est en description de cette vidéo, mais également de nous laisser des commentaires, de nous dire des choses gentilles, de devenir un membre premium de la communauté écran large contre quelques menus piécettes que vous adresserez à la rédaction, de laisser des commentaires, de nous dire ce que vous avez pensé du film, de cette vidéo, bref, de tout ça. On espère que vous allez bien, on pense bien à vous, on vous embrasse et on embrasse surtout vos mamans.